Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la stratégie de riposte sanitaire est-elle essoufflée? Entre décembre 2020 et février 2021, le Cameroun a enregistré près de 10 000 nouveaux cas positifs de Covid-19 et environ 105 cas de décès. Devant ce regain de la pandémie et l'expansion de la contamination sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement mise sur un dépistage massif des populations, la prévention et désormais le vaccin. Quelle procédure a été engagée jusqu'ici? Combien de doses de vaccins sont attendues et quelles modalités de vaccination? Des informations exclusives à suivre en ouverture de ce journal concernant à la fois la stratégie de vaccination contre la Covid-19 au Cameroun. Il est l'un des favoris à l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football. C'est l'un des tout premiers milliardaires noirs sud-africains, propriétaire d'un club de football, philanthrope, ayant combattu aux côtés de l'ANC pour la fin de l'apartheid. Vous suivrez son portrait dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette grève des malades atteints du cancer à Douala. Ils ont manifesté ce matin devant l'hôpital général pour dénoncer la fermeture du service de radiothérapie de cette structure, le seul encore fonctionnel dans tout le Cameroun. Ils déplorent les coûts élevés de traitement et cette fermeture entraîne de nombreux désagréments, déplorant de nombreux décès depuis la fermeture du centre de radiothérapie à l'hôpital général de Douala. Ces nombreux malades sont inquiets pour leur vie. Ils interpellent le pouvoir public et l'administration de l'hôpital général de Douala. D'autres précisions avec Equa Claude et Nadine Yambou. Voici les malades de cancer en colère et à bout de force dans la rue à Douala. Ils ont pris d'assaut l'entrée de l'hôpital général de la ville pour exprimer leur ras-le-bol. Nous aussi, nous sommes dans les difficultés. Nous avons payé la radiothérapie et c'est gâté. Nous sommes à la maison. On demande de nous prendre en charge. Personne ne nous écoute. On ne veut pas le remboursement. On veut guérir. On veut la machine. Ils nous ont dit qu'on attend. On attend jusqu'à quand? Ils ne nous ont pas dit le jour. La mine serrée, ce sont plus d'une vingtaine de patients qui dénoncent la fermeture du service de radiothérapie de cette formation hospitalière, l'unique encore fonctionnelle au Cameroun et en Afrique centrale. Elle ne fonctionnait qu'un tiers de ses possibilités. Donc 150 malades par jour qu'il fallait recevoir, maintenant on recevait 50. Mais lundi, ils ont décidé que tout s'arrête. Nous sommes complètement découragés. Payez 180 000, on vous met sur le rôle, vous devez suivre. Vous attendez 6 mois, on vient vous dire qu'on ne peut plus vous recevoir. Les machines sont fermées, sont arrêtées. Donc entre-temps, la maladie évolue. D'après une note affichée à l'entrée de ce service, on peut lire qu'aucun traitement en radiothérapie ne sera autorisé dès le 22 février 2021 jusqu'à l'installation de nouveaux appareils. C'est de là qu'est partie l'inquiétude de ces malades. Et les messages inscrits sur les pancartes traduisent le désespoir qui anime ces patients. Ils annoncent déjà des morts dans leur rang. Depuis la fermeture, une dizaine de personnes sont déjà décédées et nous sommes vraiment meurtris. Beaucoup de patients restent à la maison, ils n'ont pas la chance de se traiter avant même de mourir. Au-delà de l'arrêt temporaire du service de radiothérapie, les malades de cancer déplorent le coût élevé du traitement pour leur prise en charge et souhaitent bénéficier d'une subvention du gouvernement au même titre que d'autres maladies telles que le VIH. Bon nombre de patients n'ont pas de l'argent et les médicaments coûtent excessivement cher. Dans mon cas aujourd'hui, on m'a prescrit les médicaments de 2 millions par mois. Un Camerounais moyen ne peut pas s'offrir ça. Donc nous sollicitons le gouvernement de subventionner nos médicaments. Comme ils ont subventionné le sida, subventionné la tuberculose, l'hépatite, les dialysés. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas laisser les enfants orphelins. On a vendu des terrains, on a vendu tout ce qu'on avait pour se soigner. Ça fait plusieurs années que je me soigne. Je n'ai jamais arrêté la radiochimiothérapie. Mais nos enfants ne sont pas scolarisés. Donc nous interpellons le ministre de la Santé.
Sur le site de l'hôpital général de Douala, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Malgré tout, ces malades n'entendent pas fléchir pour faire entendre leur voix. À la suite de ce mouvement d'humeur, la direction de l'hôpital général de Douala a convoqué une réunion de crise afin d'expliquer les raisons de la fermeture de ce centre de radiothérapie. Selon les explications du professeur Louma Henry, directeur de l'hôpital général de Douala, la structure a été fermée sur instruction de l'Agence nationale de radioprotection pour des travaux de réfection. Il est question d'équiper ce centre en infrastructure adaptée aux normes internationales et optimiser la qualité des soins. Le directeur de l'hôpital général de Douala précise que les examens des malades sont subventionnés à hauteur de 25%, tout en les appelant à prendre leur mal en patience. Il leur demande de se rapprocher de leurs médecins pour de nouvelles prescriptions et une réorientation concernant leur traitement. Je vous invite à présent à suivre les explications du docteur Essomba Biolé-Martin. Il est oncologue et radiothérapeute à l'hôpital général de Douala. Alors, ce qui se passe, c'est que le service de radiothérapie de l'hôpital général de Douala est fonctionnel depuis février 1989, ce qui fait que les équipements se sont amortis progressivement. Et l'Agence nationale de radioprotection, qui est l'autorité de régulation de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique dans notre pays, a ordonné l'arrêt des traitements en attendant la livraison des équipements nouveaux qui doivent arriver dans les prochains mois. Donc, actuellement, nous ne pouvons pas prendre en traitement de nouveaux malades, mais nous sommes en train de traiter les malades qui avaient déjà commencé leur traitement avant la décision de l'Agence nationale de radioprotection et qui vont donc pouvoir recevoir leur séance de radiothérapie jusqu'à la dose prescrite par mes collègues et moi. Il y a 150 malades en liste d'attente actuellement et ces 150 malades qui ne peuvent pas avoir accès à la radiothérapie dans l'immédiat, ce que je leur conseillerais, c'est de revenir auprès de leur médecin pour qu'on puisse examiner au cas par cas quels sont ceux qui peuvent bénéficier d'autres traitements que la radiothérapie. Il faut que je rappelle ici que le cancer se traite par la radiothérapie, d'accord, mais associé très souvent à la chirurgie, à la chimiothérapie ou à l'hormonothérapie. Donc, si la radiothérapie n'est pas accessible, ce que je conseille à nos malades, c'est de revenir vers nous parce qu'on va les réorienter vers la chimiothérapie pour certains, vers l'hormonothérapie pour d'autres, en fonction des caractéristiques de leur tumeur, en attendant que les équipements qui sont en cours d'acquisition soient installés et soient disponibles. Dans ce chapitre santé, c'est une information exclusive. Le Cameroun doit recevoir environ 1 700 000 doses de vaccins dans le cadre de la facilité COVAX. C'est un mécanisme mondial pour l'achat groupé, la distribution équitable des vaccins contre la Covid-19. Dans l'attente de ce vaccin, la priorité du gouvernement reste la sensibilisation de masse. Le ministre de la Santé publique précise que l'hypothèse d'un confinement partiel ou total est exclue par le gouvernement. Pourtant, dans d'autres pays, elle vise à réduire la vitesse de propagation du virus. Mais Manaouda Malachié mise sur le dépistage massif, la prévention et désormais le vaccin. Explication dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. La résurgence de la Covid-19 fait craindre le pire. Si le gouvernement refuse pour l'instant de verser dans l'alarmisme, il reconnaît cependant que la situation est assez préoccupante pour susciter une prise de conscience collective. Nous devons simplement comprendre que nous sommes tous appelés à participer à la sensibilisation, à participer à la surveillance active des cas. Et la surveillance active des cas passe par un testing massif des populations.
Et donc, les administrations, les organisations et toutes les institutions, pour nous, sont des groupes organisés et qui peuvent nous solliciter pour qu'on fasse un dépistage de masse et beaucoup plus ordonné. Nous avions eu ces dernières semaines avec la masse des voyageurs, le CHAN et tout le reste, quelques petites difficultés à rendre nos résultats au bout des 24 heures. Mais là, nous avons repris et d'ailleurs tout à l'heure, j'ai encore eu une concertation avec les laboratoires. Donc, il n'y a pas de problème dans ce sens. S'il y a un sujet qui fait jaser en ce moment, c'est bien celui relatif à l'introduction du vaccin au Cameroun. Certes, cela n'est pas encore acté, mais le gouvernement y réfléchit sérieusement. La question nous intéresse au plus haut point et nous avons déjà reçu de très hautes instructions de M. le Président de la République sur la question de vaccination. La première chose qui a été claire, c'est que nous observons la situation épidémiologique et au cas où la situation épidémiologique devrait, n'est-ce pas, nous conduire vers la vaccination, il faut que nous ayons ces vaccins prêts. Et donc, nous devons faire une action de préparation de manière à disponibiliser le vaccin au cas où la situation le permet, qu'on ne puisse pas être pris de court. Et pour ceux qui redoutent le vaccin, le ministre de la Santé publique est formel. Son administration ne sera pas obligatoire. Nous pensons que bientôt nous aurons les vaccins disponibles au Cameroun, déjà par la facilité COVAX. Et à partir de là, nous ferons jouer d'abord le caractère non obligatoire du vaccin. Parce qu'il faut que les Camerounais soient rassurés. Celui qui ne voudra pas se faire vacciner ne va pas être vacciné. Mais il ne faudrait pas qu'au moment où quelqu'un a besoin du vaccin, qu'on ne lui donne pas. Nous ne sommes pas encore dans les commandes. Mais nous sommes dans le cadre de la facilité COVAX. Et dans le cadre de la facilité COVAX, on est censé obtenir gratuitement de Gavi 1 700 000 doses de vaccins. Et donc, ils nous ont demandé de remplir certaines conditions que nous sommes en train de remplir. Quant à la crainte d'un nouveau confinement, le gouvernement explique qu'il n'en a jamais été question au Cameroun, même au plus fort de la pandémie l'année dernière. Le président de la République a été clair dès le premier jour. Il ne confine pas ses compatriotes. Donc il y a quelques mesures qui ont été prises pour mieux permettre une prise en charge des cas, pour mieux permettre l'évolution des personnels de santé sur le terrain, pour mieux permettre la maîtrise, n'est-ce pas, de l'épidémie. Mais le Cameroun n'a jamais été confiné. Et donc, dans notre langage, nous ne sommes pas en train de parler de confinement. Nous sommes en train de parler de renforcer l'efficacité des mesures que nous avons sur le terrain en termes du tracking, du testing et puis du traitement que nous avons mis en place. C'est la stratégie que le Cameroun a adoptée. À date, l'on enregistre plus de 2200 cas actifs pour un taux d'occupation de lits de plus de 7% contre 0,5% en fin 2020. En 2 mois, ce sont plus de 100 personnes qui sont décédées des suites de Covid. Des chiffres qui interpellent et qui rappellent la nécessité, mieux, l'urgence de respecter les mesures barrières. À l'analyse des chiffres officiels, le Cameroun est passé de 25 000 cas enregistrés en fin décembre 2020 à près de 35 000 cas à la date du 25 février 2021, soit environ 10 000 nouveaux cas positifs en l'espace de 2 mois et environ 105 cas de décès et de nombreux Camerounais sous assistance respiratoire et d'autres hospitalisés après avoir contracté cette maladie à coronavirus. Dans l'actualité, une pétition de 62 députés révèle une démarche peu orthodoxe et des incohérences dans l'attitude de certains parlementaires de l'opposition engagés dans cette initiative visant à traquer les supposés financiers du terrorisme dans les régions anglophones. Le regard critique d'un politiste est évoqué dans ce reportage de Guy Zogo. Monsieur le Président. À défaut de débattre de la question anglophone au Parlement, certains députés mettent cette crise au cœur de leurs préoccupations hors de l'hémicycle. Cela donne lieu à une pétition appelant les États-Unis à rapatrier au Cameroun les supposés financiers des Ambazoniens. Pour le politiste Aristide Mono, cette démarche brille par son côté peu orthodoxe. La démarche qui me semble un peu cavalière et buissonnière, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait avec exactitude comment est-ce que les députés ont été mobilisés, comment les échanges ont été organisés pour qu'on aboutisse à cette décision. Il y a également le problème de lieu. Le lieu habituel ou le lieu routinier d'expression des députés, c'est bien évidemment l'Assemblée nationale. Or, jusqu'ici, on a
aucune information qui nous renseigne sur la tenue d'une quelconque assise autour de ce sujet au niveau de l'Assemblée nationale. S'arrêtant singulièrement sur le cas de Joshua aussi, du SDF, l'analyste souligne ce qu'il qualifie d'incohérence de ce parlementaire. Il est quand même coutumier de ce type de démarche pour ce qui est de la crise anglophone. On se souvient, en novembre 2019, il avait dit que le SDF ne prendra pas part aux élections législatives et municipales de février 2020 si la crise anglophone perdurait jusqu'à la date du scrutin. Finalement, il n'a pas tenu sa promesse. Néanmoins, Aristide Monod estime que Joshua aussi dispose bien d'une marge de manœuvre, même si au fond, l'image du SDF en sort écornée. Le mandat impératif étant nul au Cameroun, il est clair que le député peut se donner cette liberté de se démarquer du choix de son parti ou alors de la dictature du parti. Mais toujours est-il qu'au demeurant, il y a quand même un problème de cohérence au sein du Social Democratic Front avec cette sortie un peu cavalière de l'un de ses leaders, à savoir son candidat à la dernière élection présidentielle. Au total, pour Aristide Monod, l'attitude de Joshua aussi découle de l'instabilité dont fait montre le SDF depuis quelque temps. L'instabilité politique de Joshua aussi est la conséquence de l'instabilité du Social Democratic Front dans la prise de décision. Depuis pratiquement quelques années, on se rend compte que le Social Democratic Front n'arrive pas à mobiliser toute la rigueur nécessaire dans la réalisation de ses promesses. Donc il y a des annonces qui ne sont pas tenues, il y a des alliances qui sont annoncées et qui ne sont pas réalisées à la fin, il y a des positions qui sont prises de manière péremptoire, mais au demeurant, ces décisions ne sont pas accompagnées d'une certaine effectivité. Ce qui, aux yeux de l'opinion, ne bonifie ni l'image de ce parti, encore moins celle de Joshua aussi. Et le premier vice-président du SDF, Joshua aussi, député à l'Assemblée nationale, a indiqué que ce document est diplomatique et courtois. Il vise à exhorter les Américains à ne plus considérer leur pays comme un lieu de refuge pour les financiers du terrorisme dans les régions anglophones. Le SDF qui a convoqué un comité exécutif national pour le 13 mars prochain, le NEC élargi aux élus SDF, une réunion qui sera présidée par le chairman Ni John Fundi. Parlons à présent football. PWD remporte le match d'ouverture de la saison. L'équipe de Bamenda a battu Yaoundé Football Club 1-0. Le match s'est joué samedi dernier au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé. Lancement de cette saison sportive sonne-t-il la fin de la bataille au sein de la Fédération camerounaise de football? Rien n'est sûr, car le tribunal arbitral du sport est inondé par les plaintes des protagonistes de la crise à la Fédération camerounaise de football. Emmanuel Diop et Aïk Cyril nous en disent plus dans ce reportage. Plat du pied droit de Seydou Mbomojoya pour donner le coup d'envoi de la nouvelle saison de football au Cameroun. Pour ce match inaugural du championnat national de football Elite One, PWD de Bamenda, en maillot bleu, est opposé à Yafoot, Yaoundé Football Club, tout de jaune vêtu. Après une première manche nulle, au propre comme au figuré, il faudra attendre 5 minutes après la reprise, soit la 50e, pour enregistrer le premier but de la saison. Au terme d'un joli numéro sur le flanc droit de l'attaque, Bernard Zé adresse une passe décisive à François Enyege, qui n'a plus qu'à ouvrir le plat du pied. PWD de Bamenda mène 1-0. Et l'ouverture du score. Ouverture du score pour PWD de Bamenda. Le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Le champion du Cameroun en titre remporte ce premier match de la saison. Le petit ballon, le crochet. Pour cette nouvelle saison justement, la FECAFOOT annonce un championnat en 2 poules avec un calendrier déjà constitué. Mais rien n'indique que Seydou Mbomojoya et son équipe conduiront ce championnat jusqu'à son terme. Auréolé de pas moins de 3 sentences qui la rétablissent dans ses droits, la Ligue de football professionnel du Cameroun n'a pas perdu tout espoir d'organiser les championnats professionnels au Cameroun. La LFPC est d'ailleurs confortée dans cet espoir par le comité exécutif provisoire dirigé par le sénateur Albin Bida.
Au terme d'une session de travail mouvementée le 16 février dernier, le CEP mettait en garde les présidents qui engageraient leur club dans un championnat autre que celui organisé par la LFPC. Sur un autre front, le comité exécutif provisoire conteste aux actuels locataires de Tinga le droit de présider aux destinées du football camerounais. Saisi par le sénateur Albin Bida et ses hommes, le TAS avait donné jusqu'au 26 février aussi bien à la FIFA qu'à Seydou Mbomo-Dioya lui-même pour se déterminer sur la question. Les regards sont désormais tournés vers Lausanne en Suisse. Une décision du tribunal arbitral du sport pourrait tout remettre à plat malgré le coup d'envoi de la saison donné le week-end dernier. Cette décision du tribunal arbitral du sport exigeant la reprise des élections à la Fédération camerounaise de football est-elle un désaveu pour l'ancien comité de normalisation placé sous la présidence de Maître Dieudonné Api? Dans une interview exclusive accordée à Equinox Télévision, Maître Dieudonné Api donne sa lecture de cette décision du TAS qui, selon lui, n'a pas remis en cause le travail mené par le comité de normalisation pendant près d'un an au sein de la famille du football camerounais. Je vous invite à l'écouter. La décision du TAS est une décision d'une juridiction et d'une haute juridiction. Je suis avocat. Je peux ne pas être d'accord avec une décision, mais je suis respectueux des décisions rendues. La première chose qui me surprend dans cette décision, c'est que c'est les motifs de la décision. Je crois qu'il y a 2 ou 3 motifs principaux. Le premier motif, c'est que on n'a pas convoqué les délégués des commissions spécialisées. Deuxième, c'est que les convocations auraient été envoyées hors délai. Le troisième, je n'ai plus en tête, mais j'ai la décision, on a besoin, on pourra s'y référer. S'agissant du premier motif, la convocation des commissions. Et c'est là où je trouve que le TAS est passé complètement à côté. Certes, l'article 11 dit que énumère les membres de la fédération. Et ce sont les membres de la fédération qui peuvent voter. L'article 11 des statuts de 2012. Et au rang des membres de la Fédération camerounaise de football, énumérés de manière limitative, ne se trouvent pas des commissions spécialisées. Un autre article un peu plus loin, me semble-t-il, c'est l'article 22, dit que les commissions spécialisées peuvent être invitées, convoquées à l'Assemblée générale. J'ai été extrêmement surpris de constater que la décision du TAS a curieusement oublié un petit groupe de mots relativement à cet article 30 qui stipule que les délégués des commissions spécialisées qui doivent être invités, qui doivent être convoqués à l'Assemblée générale extraordinaire, doivent être élus. Ils doivent être élus. Et ma conviction dans cette affaire, c'est que le TAS, ce petit bout qui complétait la phrase de l'élection des délégués, a dû échapper au TAS. Voilà. C'est l'article 22 alinéa 4 qui stipule: les délégués doivent faire partie de l'association membre ou de la ligue qu'ils représentent et être élus par l'instance compétente de cette association membre ou ligue. En d'autres termes, les commissions spécialisées, à l'article 11, ne fait pas partie des associations membres de la FECAFOOT. Dans cet entretien exclusif, dans le cadre de l'émission La Vérité en face, Maître Dieudonné Api, ancien président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, s'est également exprimé sur les causes profondes de ces multiples dissensions entre acteurs du football camerounais. Voici un morceau choisi, je vous invite à l'écouter à nouveau. Je pense qu'il faut
que les acteurs du football se ressaisissent, qu'ils mettent de côté leur égoïsme personnel. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Voilà des élections qu'il y a eu de la manière la plus transparente. M. Seydou Mbonjaya a totalisé 46 voix. Les 7 autres candidats ont totalisé 20 voix. Moins de la moitié des voix de celui qui a gagné. Et je veux profiter pour vous dire, les statuts de la FECAFOOT, tels que le comité de normalisation que j'ai eu l'honneur de présider a rédigé, il est impossible de gagner des élections à la FECAFOOT si on n'a pas l'assentiment des acteurs, c'est-à-dire des votants. Vous ne pouvez plus magouiller. C'est fini ça. L'époque où on allait attendre dans le petit coin, les élections avaient lieu la nuit, on est dans le petit coin avec le sac pour un 200 000, c'est fini. À présent, des infrastructures sportives destinées à abriter la prochaine CAN au Cameroun. Il s'agit du fameux complexe sportif d'Olembe qui sollicite 55 milliards de francs CFA pour parachever les travaux de ce complexe en l'espace de 10 mois. Ce nouveau crédit suscite la controverse. La classe politique s'insurge contre la démarche gouvernementale et l'opacité dans les modalités de financement de ce projet sportif, mais également le manque de visibilité sur l'exécution de ce projet. Le regard des politiques, c'est dans ce reportage signé Flavien Valondongo. Encore 10 mois pour voir achever l'infrastructure sportive de Lembe à Yaoundé. Le complexe sportif qui a déjà englouti 113 milliards de francs CFA, mais non achevé, indigne des acteurs politiques de l'opposition qui parlent de gabegie financière. À Olembe, 55 milliards, c'est pour terminer 10% d'un stade qui a déjà englouti 113 milliards. Incroyable. On a un gouvernement de personnes qui volent comme des petites souris. Ils volent des choses sans même savoir à quoi ça leur servira. Parce que quand on prend autant de liberté avec de l'argent public, et qu'on peut déclarer que c'est quelques 113 milliards, le citoyen camerounais ordinaire devrait se sentir choqué. Au sein du parti au pouvoir, c'est un fait qui dérange, même si la satisfaction n'est pas celle souhaitée par le chef de l'État. On doit condamner ce qui est en train de se passer là, parce qu'il n'y a pas de transparence. On a vu des beaux stades, oui, mais est-ce que c'est ce que le président de la République avait commandé? Non. Je vais aller plus loin que vous. Je fais un pari ici avec vous. Vous verrez que bientôt ils vont encore demander de l'argent. Je connais quelques petits filous qui se sont infiltrés dans le parti et qui prétendent être avec le chef de l'État alors que ces gens ne sont pas avec lui. On nous a bluffés, mais est-ce que c'est pour ça que le président a débloqué de l'argent? Non. Au-delà de ces beaux stades, on attendait autre chose. S'il en est ainsi, des acteurs politiques questionnent le silence du président de la République face à cette cacophonie qui persiste au mépris de ceux qui dénoncent, qui finalement sont interpellés. Aujourd'hui, en 2021, l'opinion découvre le niveau de vol qu'il y a dans ce pays, en tout cas en lien avec cette Coupe d'Afrique que nous devions organiser en 2019. Mais en 2019 déjà, nos camarades et nous battions le pavé pour demander, évidemment entre autres réclamations, mais parmi lesquelles la clarté dans la gestion des milliards qui avaient été engloutis pour organiser une CAN qui a finalement glissé. Ils ont fait la prison pour ça. Le Cameroun, qui n'est pas au bout de ses peines, va davantage se voir endetté auprès des banques étrangères pour laver les détournements liés à la construction des infrastructures sportives. Le militant du RDPC estime pour sa part que le linge sale peut se laver en famille, quel que soit le temps que ça prendra. Laissez-nous nettoyer nous-mêmes notre propre écurie. Je vous en prie, Cédric, que le MSC nous laisse combattre nos voleurs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui et la contestation qui s'y oppose n'est plus une contestation politique. C'est un flou qui humilie le président de la République. Ces acteurs politiques du pouvoir comme de l'opposition étaient des invités de droit de réponse sur Equinox Télévision. Toujours dans le football, dans quelques jours, c'est l'élection du président de la Confédération africaine de football et il est l'un des candidats favoris dans cette course à la présidence de la CAF. C'est un Sud-Africain, l'un des tout premiers milliardaires noirs en Afrique du Sud,
Patrice Motsepe, lui qui a été aux côtés de l'ANC pour permettre à ce pays d'Afrique du Sud de se libérer du joug des afrikaners blancs, et également propriétaire d'un club de football. Il rêve de pouvoir transformer le football africain. Son portrait est signé Jean-Paul Chouniat. Candidat en course à la présidence de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe, né le 26 janvier 1962 à Soweto, un des townships les plus populeux de Pretoria, la capitale d'Afrique du Sud. Comme tous les gamins de son âge, le jeune Motsepe vit les affres de la ségrégation raciale dans son pays. Après ses études de droit, il part travailler aux États-Unis avant de revenir militer dans les rangs de l'ANC, l'African National Congress, aux côtés de Nelson Mandela. Son ascension sociale commence véritablement en 1994 dans l'industrie minière, le portant au sommet des plus grandes fortunes sud-africaines, avec une richesse de près de 1200 milliards de francs CFA. Le grand coup d'éclat de Patrice Motsepe, c'est en 2013. Il offre la moitié de sa fortune pour des œuvres de charité dans la santé et l'éducation en faveur des Sud-Africains. Nous voulons offrir de l'espoir et l'inspiration à tout le peuple de la nation arc-en-ciel. Propriétaire de 3 exploitations minières en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe, le groupe du beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa est classé 12e mondial dans la production de l'or. Piqué dans son parcours par le virus du football, le milliardaire Patrice Motsepe achète en 2004 le mythique Mamelodi Sundowns, club cinquantenaire du championnat sud-africain. Son équipe en 17 ans remporte 7 titres de championnat national, 3 Coupes d'Afrique du Sud, une Ligue des champions en 2016 et la Super Coupe de la CAF en 2017. Candidature la plus attendue à l'Assemblée générale élective du 12 mars au Maroc, Patrice Motsepe avait su jouer sa partition dans l'organisation de la Coupe du Monde, tenue dans son pays en 2010. Un coup d'essai, coup de maître pour une compétition de tous les doutes. Patrice Motsepe paraît donc en prétendant sérieux pour trôner au sommet du football africain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez en direct de Yaoundé Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir.